Dans quelques jours, The Mandalorian et Grogu va débarquer au cinéma. Mais avant ça, beaucoup ont oublié ce qui s'est réellement passé dans The Mandalorian. Entre Grogu, les Mandaloriens, les Jedi, Mandalore, les conflits politiques et les connexions liées à l'univers de Star Wars, la série a bien évolué depuis la saison 1. Et donc aujourd'hui, je vais vous résumer toute l'histoire de Din Djarin et Grogu, étape par étape, saison par saison, pour comprendre où en est réellement l'univers avant le film. Comme ça, pour ceux qui n'ont pas vu la série ou ceux qui l'ont vu à très longtemps, vous aurez toutes les bases, tous les enjeux et tout le contexte pour aller voir le film sans être perdu. Mais avant de commencer l'histoire de The Mandalorian, il faut comprendre pourquoi cette série existe et dans quel contexte elle se déroule. Après les réactions très divisées autour de la dernière trilogie Star Wars, Disney décide de développer le premier projet de série Star Wars en live action pour le streaming avec Disney+. La série créée par Jon Favreau, connu pour avoir lancé le Marvel Cinematic Universe avec Iron Man. L'objectif de Favreau est de revenir à l'esprit original de Star Wars avec une ambiance beaucoup plus simple et immersive inspirée des westerns et des films de samouraï. Au niveau de la chronologie, The Mandalorian se déroule 5 ans après Star Wars épisode 6, le retour du Jedi. L'Empire est tombé, Dark Vador et l'Empereur sont morts et la rébellion est devenue la Nouvelle République. Mais malgré cette victoire, la galaxie reste très instable. Des restes de l'Empire continuent d'agir dans l'ombre, les Jedi ont quasiment disparu, les criminels contrôlent de nombreux territoires et les Mandaloriens, eux, sont dispersés à travers la galaxie après la destruction de leur planète Mandalore. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre ce qu'est un Mandalorien. Les Mandaloriens sont un peuple issu de la planète Mandalore. Ce ne sont pas seulement des soldats, mais une culture entière basée sur le combat, l'honneur et un code strict. Ils portent tous une armure et suivent des règles précises, comme le fait de ne jamais retirer son casque devant quelqu'un. La saison 1 pose toutes les bases de l'histoire avec la rencontre de Din Djarin et Grogu, avec la découverte du mode de vie des Mandaloriens et les premières traces du retour de l'Empire. Du coup, chronologiquement, la saison 1 se déroule 5 ans après le retour du Jedi. Et la saison 2, c'est une suite directe qui élargit l'univers. On y découvre davantage l'histoire de Grogu, les Jedi encore présents dans la galaxie et les véritables ambitions de l'Empire. Et entre la saison 2 et la saison 3, il est très important de regarder la série Le Livre de Boba Fett, parce que plusieurs événements essentiels pour la suite de l'histoire de Din Djarin et Grogu se trouvent dans la série. Et enfin, la saison 3 continue son histoire en se concentrant davantage sur les Mandaloriens, la reconstruction de leur peuple, le destin de Mandalore et les tensions politiques autour du pouvoir et de l'héritage du sabre noir. Et c'est dans cette galaxie encore marquée par les chutes de l'Empire qu'un chasseur de primes solitaire va accepter une mission qui va complètement changer sa vie. Alors installez-vous tranquillement parce qu'aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de The Mandalorian. L'histoire commence plusieurs années après la chute de l'Empire. La galaxie est loin d'être en paix. Même si l'Empereur et Dark Vador sont morts, le chaos règne encore dans de nombreux systèmes. Les grandes institutions ont disparu, les criminels contrôlent certaines planètes et beaucoup d'anciens impériaux agissent désormais dans l'ombre. Et c'est dans cet univers qu'on découvre Din Djarin, un chasseur de primes mandalorien solitaire qui enchaîne les contrats à travers la galaxie. Dès les premières minutes, la série pose son ambiance. Din arrive sur une planète glaciale nommée Pagodon et il entre dans un bar rempli de criminels, récupère sa cible avec une efficacité brutale puis repart comme si ce n'était qu'une journée normale pour lui. On comprend rapidement que Din ne parle presque jamais, qu'il cache constamment son visage sous son casque et qu'il suit un code extrêmement strict hérité des Mandaloriens. Après avoir livré plusieurs primes, Din retrouve voir Greef Karga, le chef de la guilde des chasseurs de primes sur la planète Nevarro. Il lui propose une mission inhabituelle et extrêmement bien payée. Pour l'obtenir, Din doit d'abord rencontrer directement un mystérieux ancien impérial connu sous le nom de Le Client. La scène est importante puisqu'elle montre immédiatement que l'Empire n'a pas totalement disparu. Les soldats impériaux sont sales, usés, leurs bases tombent en ruine, mais malgré ça, ils continuent d'opérer discrètement dans certaines zones de la galaxie. La mission semble simple, retrouver une cible âgée de 50 ans et la ramener vivante. Din part alors sur la planète Arvala 7, où il rencontre un droïde chasseur de primes nommé IG-11. Au départ, IG-11 a un ordre très clair de ses commanditaires. Din, lui, a l'ordre inverse, la ramener vivante. Et c'est pour l'empêcher d'exécuter sa cible que Din est forcé de tirer dans sa tête et de le neutraliser. Mais une fois arrivé au bout de la mission, énorme surprise, la cible est un bébé. Un petit être de la même espèce que Yoda, celui que le public appellera plus tard Grogu, est simplement désigné ici comme l'enfant. Et à ce moment-là, la série crée immédiatement quelque chose d'unique. Dans un univers aussi violent, voir ce guerrier froid et silencieux face à cet enfant totalement innocent change complètement la dynamique. Din décide malgré tout de terminer sa mission et ramener l'enfant aux impériaux. Et très vite, il commence à culpabiliser, surtout lorsqu'il comprend que l'enfant risque de subir des expériences. Finalement, Din prend une décision qui va bouleverser toute sa vie. Il retourne dans la base impériale, affronte les Stormtroopers et récupère l'enfant. Et à partir de là, il devient officiellement un fugitif. Toute la guilde des chasseurs de primes se retourne contre lui. Une immense séquence de combat éclate dans la ville pendant que tous les chasseurs tentent de récupérer l'enfant pour toucher la récompense. Et c'est aussi là qu'on découvre pour la première fois les autres Mandaloriens cachés dans l'ombre. Pour sauver Din, ils sortent de leur cachette et affrontent les chasseurs de primes à découvert, révélant donc leur existence au reste de la galaxie. Au fil de la saison, Din et l'enfant voyagent alors de planète en planète pour survivre.
Il rencontre plusieurs personnages importants, comme Cara Dune, une ancienne soldate rebelle devenue mercenaire, Quill, un infirmier extrêmement attachant, ou encore IG-11 qui revient plus tard avec une personnalité totalement différente après avoir été reprogrammé pour protéger l'enfant. Mais surtout, plus Jean passe du temps avec l'enfant, plus leur relation évolue. Parce qu'au départ, Jean voit simplement un enfant qu'il doit protéger le temps d'échapper aux chasseurs de primes. Mais progressivement, il commence à s'attacher à lui. Il le protège, le défend, lui apprend certaines choses et finit même par risquer sa propre vie pour lui. Et pendant que Jean tente de survivre à travers la galaxie, une autre menace se prépare discrètement dans l'ombre, Moff Gideon. Ancien officier impérial extrêmement dangereux, Gideon n'est pas un simple survivant de l'Empire. Contrairement aux autres impériaux qu'on a vus jusqu'à là, il apparaît totalement calme, méthodique et surtout, toujours en avance sur tout le monde. Très vite, Jean comprend que Gideon connaît énormément de choses sur lui, son vrai nom, son passé, son peuple, des informations normalement secrètes. Mais surtout, Gideon veut absolument récupérer l'enfant. Et à ce moment-là, la série commence à teaser quelque chose de beaucoup plus grand autour de l'enfant et de ses pouvoirs liés à la force. Sur Nevarro, Greef Karga contacte Jean et lui propose d'éliminer le client et les forces impériales présentes sur la planète afin de libérer définitivement la ville. Jean accepte ce deal. Il part chercher Cara Dune et Quill et forme une équipe et prépare l'assaut contre les impériaux. Mais vous vous en doutez, tout tourne mal. Les forces impériales attaquent brutalement le groupe. Quill est tué alors qu'il tentait de protéger l'enfant et l'enfant est capturé par les Stormtroopers. C'était un moment important parce qu'on voit que Jean perd totalement le contrôle de la situation pour la première fois. Le groupe finit par se retrouver piégé dans une cantina pendant que les troupes impériales encerclent complètement la ville. Et c'est là que Moff Gideon fait sa vraie entrée. Il descend lentement de son chasseur TIE, entouré des Stormtroopers et commence à parler directement aux héros révélant leur véritable identité, leur passé et leur traumatisme. La scène est extrêmement tendue parce qu'on comprend immédiatement que Gideon n'est pas juste un méchant classique. Il sait exactement à qui il a affaire et semble manipuler toute la situation depuis le début. Le combat éclate ensuite dans la ville pendant que Jean tente désespérément de sauver l'enfant. Pendant l'affrontement, Jean est grièvement blessé et se retrouve obligé de retirer son casque devant IG-11 pour être soigné. Un moment énorme pour son personnage puisqu'on comprend à quel point les règles mandaloriennes contrôlent toute sa vie. Finalement, IG-11 se sacrifie en déclenchant une explosion pour permettre au groupe d'échapper à l'enfant. Et avant de mourir, Quill avait aussi laissé un message important à Jean. L'enfant n'est pas juste un enfant à protéger, il doit retrouver les siens. Et c'est là que ça devient intéressant parce que l'armurière mandalorienne révèle à Jean que l'enfant appartient à des ennemis d'autrefois, les Jedi. Elle lui confie donc une nouvelle mission, retrouver les Jedi afin qu'ils puissent comprendre les pouvoirs de l'enfant et s'occuper de lui. À partir de ce moment-là, toute l'histoire de la série change. Jean n'est plus simplement un chasseur de primes en fuite, il devient officiellement le protecteur de l'enfant et commence une quête à travers la galaxie pour retrouver les Jedi encore en vie. Mais pendant que Jean quitte la planète, Moff Gideon survit au crash de son vaisseau. Et dans la dernière scène de la saison, il sort des débris avec une arme mythique de l'univers Star Wars, le sabre noir. Une révélation énorme pour les fans parce que cette arme est directement liée à l'histoire des Mandaloriens et au pouvoir sur Mandalore. Ce simple plan annonce alors que l'histoire de Jean, de l'enfant et des Mandaloriens est en réalité bien plus important que ce qu'on imaginait au début de la série. La saison 2 de The Mandalorian commence immédiatement après les événements de la saison 1. Din Djarin continue sa route à travers la galaxie avec l'enfant, avec un objectif devenu plus grand que tout le reste, retrouver un Jedi capable de comprendre sa nature et de l'aider à contrôler ses pouvoirs. Les Jedi sont devenus des légendes, des histoires racontées comme des mythes dans une galaxie qui a tourné la page depuis longtemps. Din commence alors son voyage par Tatooine, une planète devenue un refuge pour criminels, chasseurs de primes et survivants de l'ancien monde. Il y croise Cobb Vanth, un marshal qui porte une armure mandalorienne récupérée. Mais Cobb ne sait rien des Jedi, alors Din comprend vite qu'il doit chercher ailleurs. Sa route le mène ensuite vers Trask, une planète portuaire contrôlée par les réseaux de contrebande. C'est là qu'il fait une rencontre essentielle, Bo-Katan Kryze. Bo-Katan est une guerrière mandalorienne, ancienne chef de guerre et figure d'un autre clan mandalorien que celui de Din. Contrairement à lui, elle ne suit pas la même doctrine religieuse stricte. Elle appartient à une faction qui veut reprendre Mandalore et restaurer leur planète d'origine. Elle accepte de l'aider, mais seulement si Din accepte de lier sa quête à un objectif plus grand. Retrouver le sabre noir, un artefact ancien capable de légitimer les dirigeants mandaloriens. Et surtout, elle lui indique que pour avancer, il doit trouver d'autres pistes liées aux Jedi et à la Force. Cette recherche mène Din vers Corvus. Sur cette planète sombre et sous contrôle impérial local, il retrouve Ahsoka Tano. Ahsoka est une ancienne Jedi et aussi ex-disciple d'Anakin Skywalker. Elle a quitté l'ordre Jedi après avoir été accusée à tort et depuis elle agit seule, en dehors de toute institution. Elle ne fait plus partie des Jedi mais elle connaît encore leur histoire, leurs méthodes et leur disparition. Lorsqu'elle rencontre Din et l'enfant, elle comprend immédiatement qu'il est extrêmement puissant dans la force, mais elle refuse de le former. Elle sent surtout que l'enfant est bloqué émotionnellement, attaché à Din, et que cet attachement pourrait être dangereux s'il est forcé dans une formation Jedi. Et c'est également à ce moment-là qu'elle révèle enfin son nom, Grogu.
Elle lui révèle alors quelque chose de crucial. Grogu a été formé dans le temple Jedi de Coruscant avant la chute de l'Ordre, mais ses souvenirs ont été verrouillés pour le protéger lors de l'Ordre 66. Ahsoka leur indique alors une nouvelle direction. Grogu doit lui-même appeler à travers la Force, et si quelqu'un répond, ça serait un Jedi encore vivant. Jin poursuit donc sa quête jusqu'à Titon. Sur Titon, il place Grogu au centre d'un ancien temple Jedi. Une immense colonne d'énergie bleue apparaît alors autour de lui pendant qu'il médite et envoie un appel à travers toute la galaxie. Mais ce signal est détecté. Moff Gideon localise immédiatement Grogu et lance une attaque sur la planète. Malgré leur résistance, les forces impériales finissent par capturer Grogu. Et à partir de ce moment, la saison bascule totalement. Jin n'a plus le choix, il doit rassembler une équipe pour attaquer directement l'Empire. Il retrouve Cara Dune, une ancienne soldate de la rébellion devenue Marshal, mais aussi deux figures bien plus dangereuses. Fennec Shand, une assassin redoutable, et Boba Fett. Boba Fett, considéré comme mort depuis Star Wars épisode 6, le retour du Jedi, retrouve Jin sur Titon pour récupérer son armure mandalorienne que Cobb Vanth possédait depuis le début dans la saison. Une fois son armure récupérée dans le vaisseau de Jin, Boba Fett redevient immédiatement la machine de guerre légendaire connue dans toute la galaxie. Pour l'assaut final, Jin s'allie également à Bo-Katan Kryze et Koska Reeves, mais Bo-Katan n'a pas rejoint cette mission uniquement pour sauver Grogu. Son véritable objectif, ne l'oublions pas, est de récupérer le croiseur impérial et surtout, le sabre noir. L'assaut final commence alors sur le croiseur de Moff Gideon. Pendant que le reste de l'équipe affronte les troupes impériales, Jin infiltre seul certaines zones du vaisseau à travers une armée de Dark Troopers. Ce sont des droïdes de combat ultra avancés conçus pour écraser toute résistance. Chaque couloir devient une bataille brutale où Jin survit uniquement grâce à son armure en Beskar et à sa détermination. Finalement, il finit par atteindre Moff Gideon. Les deux s'affrontent alors dans un duel violent au sabre noir, et contre toute attente, Jin parvient à vaincre Gideon et récupère l'arme légendaire. Mais cette victoire crée immédiatement un énorme problème. Selon les traditions mandaloriennes, le sabre noir ne peut être simplement donné, il doit être gagné au combat. En battant Gideon, Jin devient donc officiellement le propriétaire légitime du sabre noir, et potentiellement le futur dirigeant de Mandalore. Du coup, une tension s'installe avec Bo-Katan qui voulait récupérer cette arme pour reconstruire son peuple. Mais avant même que la situation explose, un nouvel événement change totalement la scène. Un X-Wing noir approche du croiseur. Un Jedi répond enfin à l'appel de Grogu. Et c'est Luke Skywalker qui apparaît. Il traverse le vaisseau, il élimine les Dark Troopers sans effort et vient récupérer Grogu. On comprend alors qu'il est venu pour poursuivre sa formation de Jedi. Jin accepte finalement de le laisser partir, mais cette séparation est extrêmement lourde. Pour la première fois, il enlève son casque devant Grogu et lui montre son visage en signe d'adieu, rompant totalement avec son propre code mandalorien. La saison se termine alors sur cette séparation émotionnelle, mais aussi sur une énorme tension autour du sabre noir, du futur de Mandalore et du rôle que Jin pourrait désormais jouer dans l'histoire des Mandaloriens. Après la fin de la saison 2, l'histoire de Grogu ne continue pas directement dans la saison 3 de The Mandalorian. Et c'est important de le préciser parce que beaucoup de spectateurs ont été perdus à ce moment-là. À la fin de la saison 2, Luke Skywalker revient récupérer Grogu après avoir répondu à son appel dans la Force. Il détruit les Dark Troopers, sauve le groupe et repart avec lui afin de commencer sa formation Jedi. Mais cette suite ne se déroule pas dans The Mandalorian. Elle se déroule dans la série dérivée Le Livre de Boba Fett, et plus précisément dans les épisodes 5, 6 et 7. On y retrouve d'abord Din Djarin, désormais séparé de Grogu pour la première fois depuis le début de la série. On sent immédiatement que cette séparation l'affecte énormément. Pendant ce temps, Grogu commence son entraînement avec Luke Skywalker sur une planète isolée. Luke lui enseigne les bases de la Force, les mouvements Jedi, les méditations et tente de réveiller les souvenirs enfouis de son ancienne formation au Temple Jedi. Et c'est aussi dans cette partie qu'on retrouve Ahsoka Tano discutant avec Luke. Les deux parlent de Grogu, de son attachement à Din et des difficultés que cela pourrait représenter pour une formation Jedi. Et plus l'entraînement avance, plus Luke comprend que Grogu est partagé entre deux chemins. D'un côté la voie des Jedi et de l'autre son lien avec Din Djarin. Luke finit alors par lui imposer un choix extrêmement important. Continuer sa formation Jedi en prenant le sabre laser de Yoda ou abandonner cette voie et retourner auprès de Din avec la cotte de maille en Beskar que celui-ci lui a offerte. Grogu choisit finalement Din. Il abandonne son entraînement avec Luke et retourne auprès du Mandalorien. Et c'est exactement pour cette raison qu'au début de la saison 3, Din et Grogu sont déjà réunis. Et si on regarde uniquement The Mandalorian et le livre de Boba Fett, ce retour paraît un peu incompréhensible. Pour vous résumer simplement, dans la saison 2, Grogu part avec Luke, dans le livre de Boba Fett, il s'entraîne avec Luke puis décide de quitter la voie des Jedi, et dans la saison 3, il est déjà de retour avec Din Djarin. Din Djarin et Grogu sont désormais réunis à nouveau, et leur retour marque aussi le début d'un énorme changement dans la série, parce que cette fois, l'histoire ne tourne pas uniquement autour de leur relation, elle commence à parler du futur des Mandaloriens eux-mêmes. Au début de la saison, Din est rejeté par son propre clan, parce qu'à la fin de la saison 2, il a retiré son casque devant d'autres personnes, brisant ainsi le credo mandalorien qu'il suit depuis toujours.
L'armurière lui explique alors qu'il n'est plus considéré comme un véritable Mandalorien tant qu'il ne s'est pas purifié dans les eaux vivantes de Mandalore. Le problème, c'est que Mandalore est considérée comme une planète maudite et détruite. Depuis des années, tout le monde pense qu'elle a été ravagée pendant la grande purge menée par l'Empire. Les Mandaloriens ont été massacrés, leur ville détruite et leur planète est devenue un symbole de chute et de traumatisme pour tout leur peuple. Avant de partir sur Mandalore, Din retourne sur Nevarro pour retrouver Greef Karga, et là on découvre à quel point le personnage a évolué depuis la saison 1. L'ancien chef de la guilde des chasseurs de primes est devenu un véritable magistrat qui tente de reconstruire Nevarro et d'en faire une planète prospère et pacifiée. Les rues ont changé, la ville est plus propre et Greef essaye désormais d'apporter une vraie stabilité à la population. Il demande alors à Din de rester sur Nevarro et de travailler officiellement pour la planète, mais Din refuse. Sa priorité reste Mandalore et sa rédemption. C'est également sur Nevarro qu'il tente de réparer IG-11. Din veut récupérer le droïde parce qu'il considère qu'il pourrait protéger Grogu pendant leur voyage vers Mandalore. Mais IG-11 est gravement endommagé depuis son sacrifice de la saison 1, et lorsqu'il tente de le réactiver, le droïde redevient immédiatement agressif, replongeant dans ses anciens protocoles de tueur. Mais si la tentative échoue au départ, ce retour d'IG-11 rappelle surtout à quel point le personnage est devenu important dans l'histoire de Din et Grogu depuis son sacrifice. Plus tard dans la saison, les Anzélans, des petits mécaniciens extrêmement talentueux, réussissent finalement à transformer le corps du droïde en une nouvelle version appelée IG-12. Grogu peut alors s'installer à l'intérieur pour le piloter lui-même. Et grâce aux commandes vocales du droïde, Grogu commence enfin à communiquer directement avec les autres à travers les boutons oui et non. Din Djarin décide ensuite d'aller voir Bo-Katan Kryze, parce qu'il espère qu'elle pourrait l'aider à accéder à Mandalore et lui expliquer ce qu'il reste réellement de la planète. Mais lorsqu'il arrive sur Kalevala, il découvre une Bo-Katan totalement différente de celle de la saison 2. Ancienne princesse de Mandalore et ancienne dirigeante mandalorienne, elle a tout perdu. Son peuple est dispersé, ses alliés l'ont abandonnée et surtout elle n'a plus le sabre noir qui représentait son autorité. Elle vit désormais seule dans son immense château abandonné, complètement isolé et désabusé. Quand Din lui parle de son besoin de rédemption et de son envie d'aller sur Mandalore, Bo-Katan lui répond presque avec du mépris. Pour elle, Mandalore n'est plus qu'un peuple détruit et son peuple est déjà perdu. Mais malgré ça, Din refuse d'abandonner. Il part donc sur Mandalore avec Grogu. Et contrairement aux légendes racontées dans la galaxie, la planète n'est pas totalement détruite. L'atmosphère est encore respirable, les runes sont toujours là et sous les décombres existe encore une partie vivante du monde mandalorien. Mais l'exploration tourne rapidement au cauchemar. Din est capturé dans les profondeurs de Mandalore par une étrange créature mécanique qui semble expérimenter sur les survivants et les voyageurs perdus. Grogu réussit alors à s'échapper seul à travers les ruines de la planète pour retrouver Bo-Katan et lui demander de l'aide. Bo-Katan revient alors immédiatement sur Mandalore et sauve Din dans une énorme séquence d'action, et surtout elle récupère le sabre noir pour combattre. Pendant des années, elle considérait cette arme comme un symbole politique, mais dans cette scène, elle l'utilise comme une véritable guerrière mandalorienne reconnectant enfin avec son identité. Plus tard, Din atteint finalement les eaux vivantes de Mandalore et accomplit son rituel de purification. Mais au moment où il entre dans les profondeurs de l'eau, il est soudainement attiré vers le fond. Din disparaît sous les eaux et manque de se noyer. Bo-Katan plonge alors immédiatement pour le sauver et c'est en descendant dans les profondeurs qu'elle aperçoit une créature mythologique et gigantesque, le Mythosaure. Une bête légendaire associée aux origines même des Mandaloriens que tout le monde croyait disparu depuis des siècles. Mais surtout, Bo-Katan est la seule à l'avoir vue. Din était inconscient et Grogu était à la surface. Ce secret bouleverse totalement Bo-Katan, parce qu'à cet instant, elle comprend que les anciennes légendes mandaloriennes et les prophéties autour du Mythosaure sont peut-être réelles. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle recommence à croire en l'avenir de son peuple. Et à partir de ce moment-là, la saison change d'échelle. Din et Bo-Katan commencent à voyager à travers la galaxie pour rassembler les Mandaloriens dispersés. Ils retrouvent notamment plusieurs anciens clans survivants, des mercenaires mandaloriens et des combattants qui ont perdu toute foi dans l'avenir de leur peuple. Et pendant ce temps, une autre intrigue prend de plus en plus d'importance. Les restes de l'Empire commencent eux aussi à se réorganiser dans l'ombre. La série montre alors davantage la Nouvelle République, censée avoir remplacé l'Empire après la chute de Palpatine. Mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, cette nouvelle administration paraît lente, bureaucratique et incapable de voir la menace revenir. Et c'est notamment à travers le personnage du docteur Freshing qu'on le découvre. Fershing est l'ancien scientifique impérial qui travaillait déjà sur Grogu dans les saisons précédentes. Il tente désormais de continuer ses recherches sur le clonage sous contrôle de la Nouvelle République, mais on comprend rapidement que d'anciens impériaux infiltrent encore le système. Et derrière tout ça se cache Moff Gideon. Pendant une grande partie de la saison, on pense qu'il a disparu après sa capture. Mais en réalité, Gideon prépare quelque chose de bien plus dangereux. Il a secrètement installé une base impériale directement sur Mandalore. Et surtout, il utilise les recherches réalisées sur Grogu pour tenter de créer des clones capables d'utiliser la force. Mais Gideon ne cherche pas simplement à reconstruire l'Empire. Il veut créer une version parfaite de lui-même, un dirigeant ultime mêlant la force, la technologie impériale et les armures mandaloriennes. Il veut devenir une sorte d'empereur parfait. La finale de la saison devient alors une guerre totale pour Mandalore. Tous les clans mandaloriens finissent par s'unir pour reprendre leur planète. Bo-Katan reprend alors officiellement le leadership des Mandaloriens, cette fois non grâce à la politique ou au sabre noir, mais parce qu'elle a réellement gagné le respect de son peuple sur le terrain.
Pendant ce temps, Jin affronte une dernière fois Moff Gideon. Le combat est chaotique, mêlant flammes, explosions et combat au corps à corps dans la base impériale. Et au cours de l'affrontement final, Gideon détruit complètement le sabre noir en l'écrasant avec son armure de combat. Un moment extrêmement symbolique pour la série parce qu'à partir de cet instant, Mandalore ne peut plus être dirigé grâce à une arme ou une ancienne tradition liée au sabre noir. Le futur du peuple mandalorien repose désormais sur ceux capables de réellement reconstruire. Grogu joue aussi un rôle énorme dans cette bataille finale. Plus puissant qu'avant, il utilise désormais la force pour protéger Jin et Bo-Katan, montrant à quel point il a évolué depuis la saison 1. Finalement, la base impériale est détruite et Gideon semble mourir dans l'explosion. La saison se termine alors sur une saison beaucoup plus calme, et Mandalore recommence lentement à renaître. Bo-Katan dirige à nouveau son peuple, et Din Djarin change complètement de statut. Il adopte officiellement Grogu selon les traditions mandaloriennes afin que leur lignée continue. Grogu devient alors un apprenti mandalorien avant même de pouvoir prononcer un véritable serment. Et c'est à partir de ce moment qu'il porte officiellement le nom de Din Grogu. Pour conclure cette épopée, c'est fascinant de savoir à quel point le destin de Din Djarin a basculé. Au début de la saison 1, on a découvert un chasseur de primes solitaire, sans visage et sans foyer qui vivait que pour son code et ses contrats. Et la fin de la saison 3 nous offre une image radicalement différente qui boucle magnifiquement la boucle. On retrouve Din sur Nevarro là où tout a commencé, mais cette fois-ci il ne s'installe pas dans une cantina sombre pour attendre une prime. Il aménage dans une petite cabane isolée offerte par son ami Greef Karga entourée de terre et de calme, et de Din Grogu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, venez bastonner un gros pouce bleu en l'air et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est la première fois que je fais ce genre de contenu sur ma chaîne YouTube et j'ai vraiment pris du plaisir à la préparer. Et là, surtout, j'attaque une série sur l'univers de Star Wars, donc vraiment, je kiffe Star Wars, donc j'ai vraiment kiffé le faire. Je suis sur Instagram et TikTok, tout est en description. C'était Toto l'Artichaut, heureux de vous avoir diverti. Ciao. Toto l'Artichaut.